dans l'éventail des méthodes de travail du renseignement, il en existe une qui s'appelle l'attentat sous faux drapeau, sous fausse bannière, donc en anglais un false flag, et qui est, pour ainsi dire, enfin qui est employé très 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 souvent. Ça fait partie de l'histoire du renseignement, hein. On n'en parle pas beaucoup évidemment parce que bon, ça fait un peu, ça ferait tâche, hein. C'est-à-dire que ça révélerait en quelque sorte que 90% des attentats terroristes sont accomplis en réalité par d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle Israël attaquait le US Liberty en 1967, pendant la guerre des 6 jours, le mitraillant et le torpillant sans relâche pendant des heures, en essayant vainement de le couler. Les Israéliens pensaient que la perte du Liberty pourrait être attribuée à l'Égypte, de façon à faire entrer en guerre les États-Unis. C'est la raison pour laquelle il y a des centaines d'exemples documentés où des gouvernements ont organisé des attentats avec comme objectif de faire porter le chapeau à leurs ennemis politiques. Pour le conflit triangulé, cela va consister à dépeindre les acteurs de la situation comme des bourreaux mutuels. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. L'assassin au pouvoir à Damas, dire le massacreur des Tchétchènes. À partir au milieu des années 2000, je commençais à me demander si toutes les erreurs que faisaient les dirigeants dans tous les domaines n'étaient pas des erreurs volontaires. Nous avons fourni beaucoup d'argent à Saddam Hussein, ainsi que des armes. En fait, c'est nous qui l'avons placé au pouvoir. On sait qui est derrière tout ça. C'est un peu toujours les mêmes, CIA, Mossad, service de renseignement et think tanks pour toujours essayer de faire de l'influence. Et puis, bon, effectivement, donc toute l'ingénierie financière aussi qui est derrière ça. Pourquoi ai-je éprouvé le besoin de lancer cette activité dans le cadre de ER qui s'appelle l'atelier réinformation active, parce que bon, la réinformation existe depuis... l'idée de la réinformation existe depuis quelques années. Et donc, mais je ressentais un manque, hein, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, c'est bien beau de se réinformer entre gens qui pensent la même chose, sur des sites qui pensent la même chose que ce qu'on pense. Mais à un moment, j'ai éprouvé une frustration, c'est-à-dire que je trouvais que la réinformation n'allait pas assez vite, qu'il fallait peut-être passer à une activité un peu plus prosélyte. C'est-à-dire de plus limiter, de communiquer entre gens qui pensent la même chose, dans un entre-soi bien confortable, mais communiquer en extérieur. Alors ça m'est venu, ça en fait, ce besoin en fait en 2011, au moment des printemps arabes. C'est-à-dire des coups d'État déguisés en révolution spontanée, sur le principe des révolutions de couleur, et où j'ai vu ce qui se passait en Libye, puis en Syrie. Bon, en Libye, ça a été vite fait, et en Syrie, ça continue encore. Et là, quand j'ai vu le déluge de désinformation qui nous arrivait dans la tête, j'ai cru devenir fou. Et donc, j'ai éprouvé le besoin, en fait, d'aller sur Internet, sur Facebook, sur les forums, pour poster des articles de réinformation dans les fils de discussion, etc. C'est un besoin viscéral, je ne savais pas comment faire autrement, comme je ne suis pas PDG d'une chaîne de télé, je n'avais pas les moyens de passer des ordres et de dire vous écrivez tel ou tel article, etc. Donc j'ai utilisé les moyens du pauvre. Il se trouve qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, Internet rétablit une forme de symétrie au niveau de l'impact informationnel qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'avec finalement très peu d'argent, une connexion Internet, on peut toucher autant de gens ou presque qu'un journal sponsorisé par l'État façon l'Humanité ou Libé. Donc je me suis dit, il y a quand même, on a un outil là qui est extraordinaire. Il se trouve que ça correspondait aussi, depuis des années je
c'est un peu ma formation universitaire et puis mes intérêts personnels, hein, c'est tout ce qui tourne autour de la communication, le langage. Et donc, j'ai bien vu que ce que je faisais sur Internet, je pouvais aussi le transférer dans des échanges en vis-à-vis, c'est-à-dire en face à face. C'est-à-dire qu'il y a des transferts de compétences possibles entre la communication réinformatrice sur Internet et dans une discussion. Donc on n'est pas obligé non plus, si on n'aime pas ça, d'aller sur Facebook ou sur les forums pour le faire. Ce que je vais vous exposer là, ça vaut aussi bien sur Internet, hein, pour faire de la réinfo sur Internet, que si vous vous retrouvez dans une soirée, ou comme dans la vie, enfin bref, pas forcément dans une soirée, hein, et avec des gens dont vous vous dites, là il y a peut-être un petit problème, il va falloir essayer de faire passer quelques idées, parce que il semble que ce soit opportun. Donc en fait, c'est pour ainsi dire, ce que j'entends par réinformation active, c'est un peu l'équivalent du media training, hein, en anglais, c'est-à-dire l'entraînement aux médias. Il s'agit en fait d'apprendre finalement à répondre, à communiquer, à répondre du tac au tac. Enfin, c'est un peu ça, hein, l'entraînement aux médias. Ouais. Le truc, c'est que en fait, ça oblige à avoir un rapport au langage qui est inhabituel. C'est-à-dire que le rapport habituel au langage, en fait, c'est l'expression d'une intériorité. Je dis ce que j'éprouve, je le manifeste à l'extérieur. Et donc cette intériorité, donc c'est mon authenticité, c'est mon intimité. Et donc dans ce paradigme-là, dans ce cadre-là, le langage a un caractère un petit peu sacré, hein. J'exprime mon intériorité, et donc c'est quelque chose qui, ce n'est pas un instrument. Ce que font les médias, c'est exactement le contraire. Et ce qu'il faut apprendre à faire pour devenir des bons réinformateurs, c'est d'avoir un rapport instrumental au langage. C'est-à-dire que le langage n'a plus ce caractère un peu sacré, un peu tabou, hein, qui consiste à dire, à exprimer son intériorité. C'est un outil, et donc un outil d'influence. Donc, je vous recommande ce magazine qui parle un petit peu de toutes ces choses-là. Donc, ça s'appelle Défense et Sécurité Internationale, et c'est sorti le mois dernier, c'était en mai. Donc, en fait, il commence. Il faut regarder les intervenants en fait. Bon, globalement, c'est le renseignement français, hein, qui édite ça. Il commence à se mettre un petit peu à jour, hein, par rapport aux renseignements américains ou israéliens ou autres. Et en fait, elle a vraiment étudié de près toutes ces choses-là, donc influence, PSYOP, propagande, pénétrer le cerveau adverse. Les sous-titres, c'est gagner par le seul affrontement des volontés, conspirationnisme, une arme comme une autre. Bon, évidemment, c'est pour dire que les conspirationnistes, il va peut-être falloir un jour les mettre en tôle. C'est un peu ça le sous-entendu. C'est assez fascinant parce qu'en réalité, ce magazine fait de la désinformation. C'est-à-dire qu'il parle des méthodes de désinformation, mais en disant que c'est toujours les Russes, que c'est toujours le Hezbollah, que c'est toujours les Palestiniens, etc., etc. Mais en fait, l'intérêt justement de ce genre de publication, c'est de s'initier à ce rapport instrumental au langage, hein, qui n'est plus l'expression d'une authenticité, et qui doit être envisagé sous l'angle d'un objet. Le langage est un objet. Hein, ce n'est plus un sujet qui exprime à l'extérieur quelque chose. C'est plus une intériorité qui devient une extériorité, c'est d'emblée une extériorité. Donc c'est l'objet. Donc moi j'appelle ça en fait le langage 3D. Ça peut être. On peut trouver aussi d'autres métaphores. Hein, c'est un peu aussi comme les nuages de mots, vous savez, sur Internet, quoi. C'est-à-dire c'est un ensemble de mots devant moi et que je vais recomposer de manière objective et avec une intention stratégique de produire des effets. Donc, à partir de là, on voit le langage non plus comme quelque chose d'un peu lyrique, hein, un peu poétique, etc., mais comme vraiment un outil d'action sur autrui, un outil d'action sur l'extérieur, que ce soit autrui, hein, ou éventuellement l'environnement. Mais bon, en général, on communique essentiellement avec des gens
qui connaissent le langage aussi. Donc c'est un outil d'influence sur autrui. Ça c'est l'attitude, c'est un peu le cadre général dans lequel il faut se placer. Là je ne vais pas vous parler d'entraînement aux médias directement, puisque bon, c'est juste, je vais m'exprimer pendant 1h, 1h30 maximum. On n'a pas le temps de faire une formation sur plusieurs semaines, et puis avec des exercices, etc. Donc là je vais poser un cadre général que j'essaye en fait de transmettre au maximum de monde, pour que nous devenions tous des réinformateurs, c'est-à-dire des spin doctors. Parce que la réinformation n'a pas pour but, encore une fois, finalement de dire une vérité, de dire la vérité. Elle dit la vérité à partir du moment où on s'inspire de la vérité. Mais, encore une fois, on n'est pas dans le mythe de l'authenticité. D'abord, il va falloir produire un effet sur autrui, et donc retourner autrui. C'est le but de la communication, c'est de faire, le terme de spin doctor en anglais ça veut dire docteur, c'est-à-dire expert en retournement. To spin c'est faire pivoter. Voilà, donc apprendre à répondre du tac au tac, et ce qui suppose de désintellectualiser un peu la pensée et la communication. Ça aussi, ça heurte finalement nos habitudes, nos habitudes culturelles. Nous autres Français, on a l'habitude, quand on parle avec autrui, de dire finalement, de partir sur des grandes discussions philosophiques. Bon, c'est un caractère, je dirais, un peu culturel, un peu identitaire. Il faut absolument se déprendre de ça et devenir un peu anglo-saxon. C'est-à-dire avoir un rapport, comme je disais, effectivement très pragmatique au langage, ne pas chercher forcément à dire la vérité tout de suite, mais chercher d'abord à avoir un effet sur la sensibilité d'autrui. Ça paraît un peu choquant pour certaines cultures, c'est pas du tout normal. Mais bon, il y a d'autres cultures pour qui c'est tout à fait banal, et finalement c'est pas par hasard que les meilleurs des informateurs, enfin du moins les meilleurs spin doctors, sont issus de certaines cultures en particulier. Donc l'idée, voilà, c'est ça, il faut réussir à penser, non pas par grande dissertation, par période, c'est-à-dire avec des grandes phrases bien articulées, avec des conjonctions de subordination, etc. C'est-à-dire, en fait, mais il faut réussir à penser par slogan et par mots-clés. Il faut chercher l'impact, l'impact immédiat. Il ne faut pas chercher à être subtil. Ça, je vous parle en fait de ce qui marche sur Internet, mais aussi de ce qui marche dans une conversation mondaine. Si vous commencez à partir sur des grandes discussions et avec donc beaucoup de références, vous serez accusé de pédantisme, et puis à un moment ou à un autre, on va vous dire « Ah oui, bon, mais ça c'est un truc d'intello, etc. C'est bien, vous pensez ça, mais bon, voilà. » Donc en fait, en réalité, c'est très... vous tournez le bâton pour vous faire battre, si vous faites ça. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment être dans, je dirais, dans la culture médiatique, c'est-à-dire l'impact court, immédiat, et dans le mitraillage, quoi, en fait. Alors, il y a un terme pour ça, en fait, en tactique militaire, c'est le fire and forget. Que les Américains, le petit slogan était diffusé, je crois que c'était en 2003, là, pendant la deuxième guerre d'Irak. Ça m'avait frappé, quoi, parce que j'avais trouvé ça finalement, assez bien résumé, quoi. C'est-à-dire, vous frappez, vous partez. Faut surtout pas rester, s'enferrer dans un marécage conceptuel, théorique, de référence culturelle. Non, il faut trouver les failles dans le système de l'autre et planter des banderilles, voilà. Mais il ne faut pas essayer tout de suite de claquer votre culture et les grandes références. Donc le but, voilà, c'est ça, c'est de schématiser le raisonnement, de schématiser le mode de communication. Pour ça, il faut modéliser. Modéliser, schématiser, c'est synonyme. Et il faut effectivement un peu se robotiser. C'est peut-être pas très agréable, parce qu'on a l'impression de devenir bête, mais c'est efficace. Et quand on est en guerre, puisque c'est le cas, et que notre rôle, puisque bon,
nous sommes désarmés au niveau des armes physiques, fusils, etc., on n'a pas le droit. En revanche, on peut mener une guerre sémantique, une guerre linguistique, une guerre cognitive, une guerre culturelle. Là, on peut, on a encore le droit. Bon, combien de temps ? Mais en fait, justement, plus le pouvoir essaye de réduire la marge de manœuvre, et plus il faut financer, trouver des stratégies de contournement ou des stratégies d'infiltration pour faire avec les contraintes que le pouvoir nous impose. C'est-à-dire qu'il faut devenir un tacticien. Alors vous connaissez la différence entre stratégie et tactique. La stratégie, c'est le plan global, et la tactique, c'est en fait l'analyse du terrain. Donc quand le terrain contredit la stratégie, il faut laisser tomber la stratégie et passer à la tactique, c'est-à-dire s'adapter aux accidents du terrain. Ce qui suppose souvent, peut-être une fois sur deux, peut-être plus, de mettre de côté nos principes aussi. Le but dans une guerre, c'est pas d'avoir des principes, c'est de gagner. Et c'est tout. Et gagner, ça ne veut pas dire gagner toutes les batailles. On peut perdre 9 batailles, en gagner une 10e, qui nous fera gagner la guerre. Alors que dit Sun Tzu dans l'art de la guerre, gagner une guerre, c'est rester en vie. C'est tout. Ça veut dire durer. Il faut durer plus que l'ennemi. C'est le seul principe à respecter. Tout doit être orienté là-dessus. Nous devons durer plus que l'ennemi. Le reste, vous pouvez oublier. Du moins, le reste doit être subordonné à cette exigence. C'est-à-dire que nous devons avoir une stratégie que l'on doit pouvoir réadapter à intervalles réguliers aux accidents du terrain qui se présentent. Donc il faut toujours circuler entre la stratégie et la tactique. La stratégie n'est pas inutile, évidemment. La stratégie, c'est simplement de durer plus que l'ennemi. Mais ensuite, pour ça, parfois, il faut effectivement faire des replis tactiques, etc. C'est-à-dire donner l'impression qu'on perd, ou du moins, et parfois accepter de perdre aussi, pour ensuite, effectivement, durer plus longtemps. Alors, c'est ce que fait très bien la Syrie en ce moment. Le but, c'est... ils ont compris parfaitement, dès 2011, quelle était la situation. Et voilà, ils adoptent une stratégie de long terme qui oblige parfois à céder des parties entières du pays. En même temps, ces parties entières-là sont désertiques, donc c'est pas non plus une grosse perte. Il n'y a personne, quoi. Il y a des zones, il y a des villes, Palmyre ou autres, qui sont effectivement des points, un petit peu des centres nodaux pour ensuite rayonner dans le désert, mais bon, sinon perdre 100 km² de roches désertiques, c'est moins grave qu'une ville. Et donc, qu'est-ce que fait l'armée syrienne ? Là, elle se replie sur les grandes villes, qui sont plutôt à l'ouest. Là, on a affaire à des tacticiens intelligents. Voilà. Et il ne faut pas répondre aux provocations non plus. Voilà, là, c'est ce que la Russie a très bien compris dans le fait de ne pas intervenir militairement en Ukraine. Alors que s'ils avaient voulu, ils étaient en 48 heures à Kiev. C'était plié. Mais là, ça aurait donné prétexte à l'OTAN pour lancer une intervention. Et là, actuellement, si les Russes avaient commis la connerie d'intervenir en Ukraine comme l'OTAN a voulu les y pousser, actuellement, on serait vraiment dans la Troisième Guerre mondiale. Mais là, je dirais déclaré officiellement, c'est-à-dire sur l'ancien modèle. L'OTAN a été obligé de réadapter son discours et a proposé le concept de guerre hybride pour qualifier le mode de combat de la Russie actuelle, qui se bat, effectivement. En réalité, la guerre hybride est menée aussi bien par l'OTAN que par la Russie. C'est un miroir, le terme de guerre hybride, en fait, permet de décrire aussi bien ce que fait l'OTAN avec les putschs que ce que fait la Russie. Qui envoie effectivement des renseignements, qui envoie des forces spéciales et des volontaires. Ça, c'est incontestable, et d'ailleurs, la Russie ne le conteste pas. Simplement, c'est la règle du jeu. Je veux dire, les États-Unis déclenchent un coup d'État dans le pays d'à côté, et ils ne vont pas rester les bras croisés. Donc c'est normal qu'il y ait des agents de renseignement, des forces spéciales, etc. Bref, là, je fais une longue digression sur l'art de la guerre conventionnelle, je dirais, ou du moins un peu modifié. Je reviens sur le rapport au langage. Donc, puisque nous sommes en guerre, il faut se mettre dans les conditions de la guerre. Donc, effectivement, s'imprégner de culture militaire. Et ensuite, transférer cette imprégnation, cette culture militaire dans le rapport au langage,
et donc devenir soi-même des spin doctors, c'est-à-dire des experts en retournement de l'opinion. Et donc, comment le faire? Bon, ben voilà, facilement et à moindre coût. Hein. Donc, nous pouvons tous devenir des bons petits soldats, hein, finalement, de l'espèce humaine, quoi, puisque c'est ça qui est menacé aujourd'hui. Là, je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais moi, je l'ai eu la semaine dernière seulement. Il va y avoir à Paris, là, le 13 juin 2015 de cette année, une implant party, c'est-à-dire une soirée puçage. Voilà, c'est oui. Donc sur le modèle en fait de ce qui existe en Suède, soirée de puçage RFID, hein, puçage du bétail quoi en fait. Hein, enfin, je pense que vous savez ce que c'est que la technologie RFID. Enfin, c'est les puces électroniques là pour déclencher des choses, des ouvertures de portes ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est déjà on puce nos animaux de compagnie, hein, ainsi que le bétail d'ailleurs, hein, puisque en fait, les vaches, etc. Pendant très longtemps, avaient des espèces de boucles d'oreilles en plastique. Et puis donc là maintenant ce sont des puces électroniques et puis les chats et les chiens eux étaient tatoués dans l'oreille. Maintenant en fait le tatouage a disparu et les animaux de compagnie sont pucés. Donc là pour faire passer la pilule je dirais plus facilement, faire passer la puce plus facilement, donc le pouvoir mondialiste, etc. Essaie de présenter ça sous un angle festif, décontracté, sympa. Et donc en Suède, ils ont lancé des implant parties, c'est des soirées puçage où on vient et puis on se fait pucer entre deux verres de cocktails et avant de passer à draguer, je sais pas quoi, quelques filles ou quelques garçons. Et donc voilà, donc ça débarque en France, là c'est dans 2 semaines à Paris. Voilà, donc le pouvoir passe à la vitesse supérieure. Donc là mon but en vous disant ça, c'est de vous stresser, hein, évidemment. Pour vous convertir, je dirais, à ma cause, hein, c'est-à-dire que en fait, mon but c'est d'essaimer, enfin c'est de faire exemple, quoi. Enfin, c'est qu'on soit tous, qu'on passe tous à l'attaque, à la contre-attaque, les autres mots. Voilà. C'est-à-dire à la défense informationnelle. On avait mis la puce à l'oreille. Voilà. Donc nous sommes là effectivement, en fait, tout ce qui se disait sur Internet depuis une dizaine d'années, en fait, là c'est en train de passer dans la vie, quoi, en fait. Enfin, tout ce qui tournait autour de la puce RFID, ça y est, c'est passé en... alors là, pour l'instant, c'est sur le mode, effectivement, un petit peu décontracté, mais il est bien évident que dans quelques années, ce sera obligatoire. Alors, pour anticiper sur toutes les critiques qui pourraient se faire vis-à-vis de cela, donc là, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais donc les médias la CIA en fait a inventé une histoire entièrement fictive sur la bibliothèque de Ben Laden. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est-à-dire que suite à l'opération 2011 là au Pakistan contre Ben Laden, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais manifestement c'était déjà une mise en scène fictive. Les forces spéciales ont donc trouvé en fait sa bibliothèque et puis aussi donc des notes, en quelque sorte son journal intime. Donc voilà, on a le journal intime de Ben Laden. Et on apprend que Ben Laden non seulement lisait des livres conspirationnistes sur les Illuminati, sur le 11 septembre, mais c'est vrai, hein, j'invente rien. Tout à l'heure, comme j'ai archivé le lien vers l'article, je pourrais peut-être, je ne sais plus si j'ai l'article en entier ou juste le titre. Mais surtout, on apprend que Ben Laden avait très peur des puces électroniques. Et qui pensait que les vêtements de sa femme comportaient des puces électroniques. Donc là, on voit se mettre en place la technique rhétorique pour commencer à criminaliser les gens qui ne voudront pas être pucés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par amalgame de proche en proche, si vous avez peur des puces électroniques, c'est que vous êtes comme Ben Laden, et donc vous êtes en fait un terroriste finalement, même pas en puissance en fait, vous êtes un terroriste, tout simplement. Et alors là cette stratégie rhétorique,
En fait, a été annoncé par Pierre Conessa l'an dernier déjà, dans un article, où il disait, oui, voilà, quelle politique de contre-radicalisation. Alors, il disait, voilà, alors les radicaux sont souvent des salafistes. Les salafistes sont adeptes de la théorie du complot. Et donc, en fait, il va falloir cibler les adeptes de la théorie du complot parce qu'ils sont en train de se radicaliser. Bon, voilà. Donc, tout ça, on est uniquement dans le langage, évidemment. Mais il faut réussir à anticiper sur tout ça pour dégonfler la mécanique rhétorique implacable, parce que sinon, on est réduit, intellectuellement, on peut être réduit à l'impuissance. C'est une mauvaise foi d'un tel niveau, c'est tellement délirant, c'est tellement et bête en même temps, qu'en fait, on peut être vraiment désarmé. Moi, à chaque fois que je tombe sur ce genre de choses, dans un premier temps, je suis désarçonné, évidemment. Parce que je me dis, jusqu'où iront-ils ? C'est jusqu'à jusqu'à quel niveau en fait de malhonnêteté et de fictionnalisation, de virtualisation du droit, par exemple, iront-ils ? Bon, si vous avez lu Gouverner par le chaos, vous savez que je m'intéresse à ça depuis à peu près 2008, puisque c'est l'affaire de Tarnac qui m'avait inspiré ce Gouverner par le chaos. C'est-à-dire que j'ai vu en fait tout ça se mettre en place à partir de 2008. C'est-à-dire, en gros, en réalité, ça remonte à avant, évidemment. L'antiterrorisme comme technique de contrôle social, en fait, ça remonte au 19e siècle. Si on fait une histoire du terrorisme, on se rend compte que la quasi-totalité, 90% du terrorisme, c'est du terrorisme d'État. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, les terroristes, en général, sont au moins encadrés par l'État, par les services spéciaux et les services de renseignement. Et parfois, c'est directement des agents de renseignement qui font des opérations sous faux drapeau. Donc, voilà. Donc, en fait, il faut anticiper notre procès. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans les conditions où nous sommes dans un tribunal accusés de terrorisme. Aussi. C'est-à-dire que, oui, puisque c'est le sort qui nous est réservé. Il faut que vous en soyez bien conscient. Il faut anticiper. Tout ce qui se met en place actuellement a pour finalité de nous envoyer au tribunal, et à mon avis, même il se peut que la justice soit encore plus expéditive, ou l'injustice soit encore plus expéditive, il se peut que ça se transforme en assassinat ciblé directement. Mais je veux dire, c'est au minimum, tout ce qui se met en place, la loi sur le renseignement et tous ces trucs-là, c'est au minimum pour nous envoyer au tribunal un jour ou l'autre. Il faut que vous soyez conscient de ça, en fait. Là, on rigole plus, quoi. C'est-à-dire que le sort de Julien Coupa nous est réservé. Et peut-être pire, le sort des Mohamed Merah, etc. Si on considère que c'est une affaire louche, ce qui est mon cas, c'est-à-dire qu'en fait, manifestement, le type était aussi lui-même instrumentalisé. Le sort des frères Kouachi, etc., nous est réservé, de toute façon. C'est-à-dire, en fait, même pas de procès, quoi. Après, on va dire, oui, mais ils ont tiré les premiers, etc. Oui, bon, ça reste encore à démontrer, évidemment. Mais, selon qui tire les premiers, à partir du moment où un État soutient des filières de djihadistes depuis 2011 entre la Libye et la Syrie, qui tire le premier ? En l'occurrence, c'est pas Kouachi, c'est pas les Kouachi, c'est pas Koulibaly. Non, là c'est l'État. Donc il faut aussi repositionner, recontextualiser les choses. Là, en disant tout cela, je prends le risque évidemment d'être accusé d'apologie du terrorisme. Mais bon, il faut savoir aussi flirter parfois avec ce genre de choses, dans la mesure où nous y serons confrontés, vous et moi, à un moment ou à un autre. Bon, moi peut-être avant vous, puis après d'autres, évidemment. À partir du moment où j'essaye de diffuser des idées publiquement, j'apparais, quoi. Je me fais médiatiser un petit peu sur Internet. Voilà. Donc, mais bon, il faut se mettre dans l'état d'esprit. Nous sommes effectivement tous maintenant des condamnés, des potentiels. D'autant plus qu'en fait, là ça j'en parlerai demain, mais toute la structure de la société est en train d'être reformatée sur une base de criminologie. Mais bon, on en parlerait plutôt demain. Donc je reviens
L'idée, donc c'est pas en fait, alors oui, concernant en fait l'application de la tactique militaire à la communication interindividuelle, tout ça. En fait, il faut être intelligent. Hein, je pense que donc faut aller regarder du côté des arts martiaux, par exemple, notamment l'aïkido, des techniques de combat, dont le but n'est pas de détruire l'adversaire, mais de le retourner en sa faveur. C'est infiniment plus intelligent. C'est d'ailleurs ce que font les Russes, qui persistent encore aujourd'hui à dire nos partenaires, ils parlent des Américains. Bon, ce qui est en fait, on sait que les renseignements russes sont très très forts en guerre psychologique, et que effectivement, pour ne pas tomber dans le piège dans lequel justement l'OTAN essaie de les faire tomber, c'est-à-dire l'affrontement, eh bien, ils passent leur temps à recouvrir la rhétorique belliqueuse de l'OTAN par une rhétorique amicale. Et la guerre se situe aussi à ce niveau-là, au moins à 50%. Donc, effectivement, il faut toujours tendre la main, etc. etc. Et effectivement, et puis sincèrement, considérer qu'on gagne vraiment quand on retourne l'ennemi en sa faveur. Finalement, ça fait un allié supplémentaire contre d'autres ennemis. Donc, le retournement, fondamentalement, c'est ça le but. C'est pas de le détruire, c'est vraiment d'avoir de nouveaux alliés, de nouveaux amis. Et c'est plus efficace, en fait, tout simplement, parce qu'au moins, je dirais, au niveau de l'état interne, du tonus émotionnel, on se fait pas mal. C'est-à-dire que je considère que le type qui se rue sur moi avec un couteau, fondamentalement, c'est mon ami, mais il ne le sait pas encore. Je vais lui apprendre qu'il est en fait mon ami, en réalité. Et alors, ça peut supposer que je lui fasse une clé, que je lui mobilise au sol, évidemment, que je lui pète la gueule, quoi. Mais mon but, en lui pétant la gueule, c'est de lui faire comprendre que nous sommes amis. Donc je lui pète la gueule gentiment. Voilà. Et voilà. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel il faut être, parce que sinon, en fait, c'est l'ennemi qui gagne. S'il arrive en fait à nous remplir de haine ou d'une animosité, déplacée, d'une certaine façon, il va nous pousser à l'erreur. Alors que si je reste dans une attitude de sang-froid et de maîtrise lucide, je continue à réfléchir. Donc je continue à être capable d'anticiper plusieurs coups à l'avance. C'est tout. Et donc je reste maître de l'agenda. Parce que si les Russes étaient rentrés en Ukraine militairement l'an dernier, ils perdaient le contrôle du temps. Et donc c'est l'OTAN qui commençait à prendre le contrôle de la temporalité. Là, en refusant, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce qui s'est passé, c'est que la Douma a donné l'autorisation au président, fin février, donc le coup d'État proprement dit a lieu le 22 février. Fin février, la Douma donne l'autorisation à Poutine, donc le chef des armées, d'entrer en Ukraine, militairement. Et Poutine ne le fait pas. 4 mois plus tard, Poutine demande à la Douma de lui interdire d'autoriser les armées, l'armée russe à entrer en Ukraine. C'est circulaire, évidemment, et ils sont complices, pas complices, ils sont solidaires, oui, voilà, oui. Mais disons que en gros, en fait, pendant 4 mois, ce que je voulais dire par là, peu importe les détails, c'est que pendant 4 mois, le Kremlin a réfléchi, on y va ou on n'y va pas. Et s'ils y avaient été, comme je vous disais, en 48 heures, ils étaient à Kiev. Le problème, c'est ensuite. Voilà. Donc, ils ont eu l'intelligence de ne pas y aller, et donc de conserver la maîtrise des événements. C'est-à-dire la maîtrise de l'agenda. Ce que voulait l'OTAN, c'était avoir toujours un coup d'avance. Terminé. En fait, l'OTAN n'a plus un coup d'avance. Il ne peut plus. C'est fini. Donc ça, c'est pour ça. Il faut toujours aussi avoir tous ces principes-là, en fait, parce qu'il y a vraiment des transferts de compétences au niveau, je dirais, du façonnage de notre état émotionnel interne. Il ne faut jamais, dans une conversation par exemple, dans un échange, dans une communication quelconque avec un interlocuteur, vous devez impérativement conserver la maîtrise du temps. C'est-à-dire ne pas suivre ce que l'autre, le rythme que l'autre impose. C'est-à-dire vous devez imposer votre rythme. Et imposer votre rythme, ça suppose donc évidemment de ne pas
commencer à tomber à être en réaction à ce que l'autre provoque. C'est ce que je veux dire. Faut pas être en réaction. Faut pas agir de manière réactive. C'est ce que je veux dire. Donc, alors il y a aussi une expression intéressante là, qui avait été donnée par la Manif pour tous, c'est se préparer à débattre. Voilà, bon, là, c'est assez clair. Il faut donc débroussailler le terrain langagier et rhétorique. Là, bon, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, je suis pas précisément dans la rhétorique. Là, je suis plus dans l'état émotionnel, hein, l'état psychologique qui précède finalement le passage à l'argumentaire, à l'argumentation proprement dite. Mettre au point donc la fabrique d'argumentaire. Et le but, donc, en fait, c'est d'arriver à contrôler les perceptions d'autrui pour leur retourner. Contrôler les perceptions d'autrui, donc ça veut dire contrôler en fait les mots d'autrui, les mots de l'autre. Faut pas hésiter vraiment à être intrusif. Hein. C'est-à-dire en fait, ces mots, en réalité, c'est pas si intrusif que ça, mais c'est les mots qu'il va projeter dans l'espace, qui vont arriver à votre oreille, qui vont remonter au cerveau. Donc tout ça, en fait, il faut savoir que c'est une matière plastique dont il faut prendre le contrôle. Ensuite, quand vous prendrez le contrôle des mots qui vont circuler entre vous, hein, le nuage de mots, vous commencerez à prendre le contrôle des perceptions de votre interlocuteur, hein, puisque en fait on perçoit à travers une grille syntaxique, à travers une grille langagière. Hein, je veux dire, c'est l'exemple un peu cliché, là, c'est les Esquimaux qui ont 50 mots pour décrire la neige, et qui perçoivent des nuances de neige que nous ne percevons pas, puisque nous on en a 2 ou 3, quoi. Il y a la poudreuse, il y a je sais pas quoi, enfin... Voilà, et donc en fait, quand le langage, c'est-à-dire que en réalité le réel est composé de nuances infinies, hein, donc et sur chacune de ces nuances, on peut mettre un mot. Et puis quand on n'en a pas besoin, parce qu'en France, de la neige, on n'a pas tant que ça, c'est tout, on utilise moins de mots que les gens qui ont affaire au phénomène réel plus souvent. Donc en contrôlant les mots de l'autre, donc il faut contrôler ces éléments de langage, hein, qui sont les éléments sémantiques. C'est-à-dire les mots, en fait, hein, les mots-clés. Il faut raisonner par mots-clés. Et puis, ensuite, donc, la narration complète, hein, c'est-à-dire le système de pensée complet. Enfin, la narration, c'est l'histoire. Hein, c'est-à-dire, en fait, le composé de phrases, etc. etc. C'est-à-dire, en fait, c'est toute l'articulation narrative des éléments de langage. Prendre le contrôle du paquet de mots, nuage de mots, etc. Et en fait, donc, c'est à vous de définir la règle du jeu lexical et d'imposer les termes du débat. Voilà. Pour cela, il faut donc déconstruire le monopole sur les mots en les ramenant à leur source pour montrer qu'elle est partielle et subjective et non pas objective. Donc il faut toujours faire quelque chose, quand quelqu'un vous dit quelque chose qu'il prétend objectif, faut donc user d'un petit stratagème, hein, c'est reformuler ce qu'il vient de dire en disant « vous pensez que ». Ça a son petit effet. Moi, j'ai vécu ça de l'intérieur, je dirais, parce que j'avais une chef de service qui avait fait de la PNL, manifestement, programmation neurolinguistique. À chaque fois que j'arrivais dans son bureau, que je disais écoutez, madame, il y a un problème, elle me disait vous pensez qu'il y a un problème. À chaque fois, j'étais obligé de reformuler, de dire je ne pense pas qu'il y a un problème, il y a un problème. À partir du moment où vous tombez dans le piège et que vous laissez l'autre dire que vous pensez que, en fait, il y a une subjectivation du point de vue. Ce n'est plus un fait objectif dont vous êtes le porte-parole, le messager, ou vous n'êtes plus finalement porte-parole non plus d'un collectif. C'est-à-dire que vous exprimez votre point de vue individuel, et votre point de vue individuel, on s'en fout. C'est pas, voilà, c'est ce que vous pensez vous. Ok, t'as le droit. Et ça n'a pas ça fait pas le poids face aux faits objectifs, sérieux, nanani. Donc, il faut, justement, faut appliquer ça. Faut l'appliquer. Pour ça, en fait, que je disais, voilà, faut pas essayer d'exprimer son intériorité, nanani, nanana. Non, il faut faire un usage stratégique du langage. Il faut devenir méchant, un peu, rusé, voilà. Hein, je veux dire, c'est pas avec des agneaux qu'on attaque des loups. Voilà. Donc, nous devons devenir des loups. Au niveau rhétorique. Alors, vous m'entendez bien. Parce que sinon tout ce que je dis là pourra être utilisé contre moi. Il prépare des attentats, etc., etc. Non, on est dans le langage. On est dans la guerre culturelle. Voilà.
Et on n'en sort pas. On reste dans la légalité et on exploite toutes les failles de la légalité. Voire, à la limite, on n'exploite même pas les failles de la légalité, en fait. Enfin, s'il y en a, tant mieux, mais on exploite la légalité. C'est-à-dire qu'on exploite le langage dans ses potentialités, et on exploite la communication humaine, on exploite en fait toutes les richesses, toutes les possibilités de la guerre culturelle, de manière défensive. Toujours se rappeler ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important d'être toujours la victime, ou le sauveur. Si vous êtes le bourreau, c'est mort. Là, c'est même pas la peine de continuer à parler. Si on arrive à vous coller l'image du bourreau, c'est fini. Donc là, dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire qui est une figure d'analyse transactionnelle, il y a 3 rôles à occuper dans la communication humaine, c'est la victime, le bourreau, le sauveur. Si on arrive à vous coller l'image du bourreau, hein, vous êtes mort, c'est terminé, quoi. Enfin, en fait, votre parole ne sera plus audible. Il faut donc impérativement occuper la place de la victime ou du sauveur, c'est-à-dire la place défensive, et uniquement défensive. Et ça tombe bien, puisque c'est de toute façon la place qu'on va occuper. Pas besoin de se forcer, hein. On n'est pas en mesure d'attaquer. Donc voilà. Donc on va se défendre, voilà. Et donc pour cela, et donc nous sommes effectivement des victimes et des sauveurs. Et donc voilà, donc il faut donc toujours subjectiver la parole de l'adversaire. Hein. Donc c'est voilà, vous pensez que, les médias atlantistes disent que, de sorte à ouvrir le paquet de mots à d'autres sources. Parce que bon, si je resubjective la parole de l'autre, je peux dire oui, mais il faut justement, enfin l'information, ça suppose de multiplier les points de vue. Et donc, faisons intervenir des points de vue non atlantistes, par exemple. Donc, que pensent, par exemple, les Russes, les Chinois, de, je sais pas quoi, tel ou tel phénomène de l'Ukraine, par exemple, ou du réchauffement climatique. On n'entend jamais ce que pensent les Russes ou les Chinois sur le réchauffement climatique, par exemple. Donc on nous parle du GIEC, qui est un organisme international, mais qui est toujours sponsorisé par des fonds anglo-saxons, quoi. Donc, si c'est celui qui paye qui décide. Hein. Donc si c'est toujours des fonds anglo-saxons qui payent, on peut faire venir un type au bout de la planète, ça ne changera rien. Il va dire ce que son patron veut qu'il dise. Donc que pensent les Russes, les Chinois, les Iraniens du réchauffement climatique ? On ne le sait pas. Maintenant, si un jour, effectivement, on a des études autonomes, indépendantes, iraniennes, russes, chinoises, qui disent la même chose que le GIEC, à ce moment-là, oui, on pourra dire, oui, manifestement, tout le monde est d'accord. Donc, il y a un consensus objectif, donc voilà, bon, ça a l'air d'être scientifique. Mais bon, moi, j'attends toujours des études indépendantes sur le réchauffement climatique. Et ça ne vient pas, probablement parce qu'il y a des études sur la question, et qui ne disent pas ce que dit le GIEC. À partir de là, bon, c'est évidemment censuré en Europe, enfin, dans le monde occidental. Donc voilà, donc resubjectiver la parole de l'autre pour bien lui faire sentir que oui, c'est lui qui pense ça, ou du moins c'est un point de vue particulier. C'est pas un fait objectif. Voilà. Et donc, il faut, si on veut être pluraliste, il faut écouter le point de vue aussi des Iraniens, des Russes, des Chinois, etc. Et ça, c'est comment dire ça ? On ne peut pas critiquer ça. C'est à la base même de ce qu'on appelle la liberté d'expression, etc. C'est-à-dire que, sur quel que soit le sujet, le thème traité, on ne peut pas se contenter d'un seul point de vue. Et donc il va falloir faire varier les points de vue. Mais vraiment, c'est-à-dire pas comme le GIEC, qui met en place une pluralité apparente, mais sponsorisée toujours par la même source, en fait. Donc il faut multiplier les sources. Et donc voilà, il faut ouvrir le paquet de mots à d'autres sources que celles qui nous sont imposées. Et puis ensuite, trouver les mots qui marchent. Alors ça, je reprends ça en fait à un lobby israélien qui s'appelle The Israel Project. Et donc là, je vais mettre en acte là, ce que je disais là, concernant la source ouverte, puisqu'en fait, ça c'est un fichier PDF en fait, que vous pouvez télécharger vous-même. Donc le Israel Project donc en fait a mis au point en 2009 le Global Language Dictionary. Alors le but c'est de fabriquer le consentement des Américains à la politique israélienne, c'est-à-dire en fait aux nouvelles colonies en Cisjordanie, etc.
Et donc, donc il y a une page Wikipédia, hein, enfin je veux dire, on ne peut pas faire plus ouvert comme source. Et donc, voilà, donc là il y a un article dans Newsweek, How to Sell Americans on Israeli Settlements. Bon, évidemment, c'est appliqué au-delà de l'Amérique, enfin au-delà des États-Unis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce fichier PDF, enfin ce document, qui permet donc, qui donne en fait des pistes justement, enfin c'est de comment travaillent les spin doctors, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a tout, en s'appuyant donc sur un exemple concret là, en l'occurrence donc comment fabriquer le consentement à la politique israélienne, on a tout l'éventail de la méthodologique, hein, des techniques rhétoriques. Donc je vais vous montrer ça. On va voir. Alors voilà, bon, vous avez des petits enfants qui dansent, qui font une ronde et qui se prendront une bombe dans quelques minutes, quoi. Non, financé par Coca. Voilà. Donc la table des matières, donc 25 règles pour une communication effective. Chapitre 2, un glossaire des mots qui marchent. How to talk about Palestinian self-government and prosperity. Alors les conseils, oui, donc c'est toujours d'être positif, hein. Donc là, voilà. Donc là, c'était l'article dans Newsweek qui résumait un petit peu l'esprit, hein, de la démarche. Voilà, comment vendez-vous au public américain l'idée que Israël a le droit de maintenir ou même d'étendre les colonies juives sur la West Bank, en Cisjordanie, quoi. Soyez positifs. Tournez le sujet loin des, justement, alors donc stratégie directe, hein. Ne pas parler directement de la colonisation, mais turn the issue away from settlements et toward peace. Donc on parle de paix. On ne va pas parler tout de suite de fabriquer, de construire des maisons, etc. Et invoke ethnic cleansing. Alors je me suis gratté la tête au début quand j'ai vu ça, mais de quel nettoyage ethnique parle-t-il ? En fait, on apprend page 62 que ce qu'ils entendent par nettoyage ethnique, c'est le nettoyage ethnique que les Palestiniens feraient sur les Israéliens en refusant la colonisation. Voilà, non mais les Palestiniens commettent un génocide contre les Juifs. Le nettoyage ethnique, c'est ça, hein, en refusant donc l'avancée des colonies juives. C'est ça en fait, parce qu'au début je me suis dit mais de quoi il parle en fait. Et après page 62, je l'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé l'explication. Voilà, donc voilà, bon. Ce sont 3 des recommandations faites par Frank Luntz, qui est donc le principal responsable du document, enfin du texte, un consultant politique et politicien qui donc on revient sur le document lui-même. Voilà, donc les mots qui marchent, words that work, et les mots qui ne marchent pas. Donc bon, voilà, et évidemment, il faut privilégier ceux qui marchent sur ceux qui ne marchent pas. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans cette approche purement instrumentelle du langage. On se fiche totalement de savoir si c'est la vérité. Alors si ça dit la vérité, tant mieux, évidemment. Et nous, dans notre position, les mots qui marchent disent la vérité. C'est évidemment. Mais bon, il faut savoir, se détacher de l'exigence de véracité ou d'authenticité de ce que nous pensons. Vous voyez, il faut réussir en fait à s'approprier cette vision du langage. Et là, en l'occurrence, dans notre cas, ce sera pour la bonne cause. Mais il ne suffit pas, enfin c'est une phrase, je ne sais même pas si c'est un proverbe, si vous voulez, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut savoir le faire comprendre. Et pour ça, il faut puiser en fait, à ces techniques de rhétorique. Je veux dire, quand Platon met en scène Socrate, et donc, parce que tout ça c'est très ancien en fait, je veux dire, ça remonte au grec, bon. Et quand Platon met en scène Socrate, et c'est un véritable feu d'artifice rhétorique, les dialogues de Platon, c'est absolument éblouissant, quoi. Et quand il met en scène Socrate et qu'il met en scène donc ces controverses avec les sophistes ou encore avec des petits jeunes, etc. Bon,
évidemment que Platon considère qu'il fait avancer la vérité. Sinon, mais il ne suffit pas de dire la vérité. Il faut aussi savoir la mettre en forme pour, au moins quand vous avez affaire à quelqu'un qui se trompe, réussir à déceler la façon pédagogique de le faire avancer. C'est-à-dire qu'en fait, là, on pourrait distinguer deux choses. Il faut devenir, en fait, le spin doctor est un pédagogue mal intentionné, c'est-à-dire qu'il va appliquer des techniques pédagogiques, mais pour emperlificoter, pour manipuler. Et là, il y a des techniques rhétoriques qui, quand elles sont appliquées pour la bonne cause, pour faire avancer la vérité, ça s'appelle tout simplement de la pédagogie. Mais pour faire comprendre à un enfant de 5 ans certaines choses, parfois, on est obligé de le manipuler. La manipulation n'est pas toujours négative. Enfin, je veux dire, pour faire comprendre certaines choses à des enfants ou même à des débutants, parfois il faut manipuler. Il faut vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il faut procéder en plusieurs étapes. Et donc avancer masqué. On ne peut pas tout déballer d'un seul coup. Même si c'est pas avancer masqué, c'est en tout cas ne pas tout dire tout de suite. Ce qui suppose donc de différer dans le temps la transmission du message. C'est des banalités, mais en fait, quand on discute avec quelqu'un et puis qu'on a une idée politique, une vision à faire passer, on n'y pense pas toujours. Mais il faut tout de suite savoir jauger, en gros, en même temps, ça, intuitivement, on le fait, et ensuite, il faut effectivement ne pas tomber dans le piège de l'authenticité. Il faut savoir, il faut savoir jauger le niveau d'ouverture. Et effectivement, quand on a affaire à un système fermé, il faut pirater. C'est une question. C'est même pas une question morale, c'est une question pragmatique, c'est technique. Quand le système est ouvert, vous pouvez rentrer. Là, en gros, qu'est-ce que j'ai en face de moi? C'est des systèmes ouverts. Car vous êtes ouvert à ce que je dis. J'ai pas besoin de vous pirater. Donc, c'est pas 100% des cas, évidemment. Et là, je parle. Quand la réinformation est facile, la question ne se pose pas. La question, ce dont je parle, mon propos, c'est quand la réinformation est dure, quand elle est difficile. À ce moment-là, il faut pirater, parce que vous avez affaire à un système fermé. Et pirater, ça veut dire gagner la confiance, ou du moins l'indifférence. C'est-à-dire susciter de l'indifférence, comme ça, on ne vous voit pas venir, ou même gagner la confiance. Mais si vous suscitez la méfiance, là c'est mort, parce que les défenses restent érigées. Donc ça, c'est le principe de base de l'ingénierie sociale. Le premier principe, c'est le hameçonnage. Je dois donc gagner la confiance de la cible. C'est la métaphore du hameçon, c'est-à-dire que le pêcheur qui veut attraper un poisson, quand il utilise un hameçon, il met un asticot. C'est-à-dire qu'en fait, il fait passer le hameçon pour un asticot. Et le poisson, croit qu'il va faire un bon repas, et finalement c'est lui qui finit dans l'assiette. Donc là, c'est du piratage black hat, quoi. En fait, c'est du piratage mal intentionné, mais on peut pirater de manière bien intentionnée. Et pirater un enfant, par exemple, c'est faire de la pédagogie en réalité. C'est surmonter ses défenses, mais pour l'amener sur le droit chemin, faire son éducation. Donc en fait il y a les techniques de piratage, les techniques d'influence, les techniques de retournement, tout ça en fait en soi c'est neutre, évidemment. Et c'est en fait il n'y a pas de valeur intrinsèque de toutes ces choses-là, de tous ces stratagèmes. Je poursuis sur le document là, du Israel Project. Il y avait des choses. Oui, voilà, alors là, il s'énerve un peu, là, there is never, ever, et puis donc, il ne faut pas aller trop vite, évidemment, vous voyez, don't pretend that Israel is without mistakes or fault. Donc il faut effectivement, c'est-à-dire que la propagande israélienne, sioniste, évidemment, c'est des gens intelligents, vous voyez, donc il dit, oui, il ne faut pas essayer de prétendre que Israël est une blanche colombe, non, évidemment. Et puis en dessous, use humility, il faut toujours être humble, etc. Donc en fait, il faut toujours se faire passer
pour la victime, en fait, et gagner la confiance, ou du moins... parce que, évidemment, bon, un excité qui va dire « Mais non, Israël n'est pas... Oui, enfin voilà, en fait, la propagande, quand elle est excessive, finalement, bon, elle tue la propagande, quoi. Trop de propagande tue la propagande. Donc là, bon, l'idée, là, c'est de mélanger un peu, à battre sa coupe un petit peu, tatati tatata, bon, et faire... se faire passer, voilà, donc, are Israelis perfect? No. Do we make mistakes? Yes, but we want a better future, and we are working towards it. C'est vraiment, enfin, c'est très américain aussi, hein, franchement, c'est... On voit bien, en fait, bon, le lobby, là, enfin, le think tank, pardon, c'est le think tank Israel Project est vraiment américano-israélien. Ils travaillent... Et ils sont aussi très impliqués dans le pink washing, c'est-à-dire en fait dans l'utilisation du LGBT à des fins de propagande israélienne. C'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup ça pour donner une image moderne, progressiste d'Israël, qui donc est ouverte aux minorités, et notamment LGBT, d'où la Gay Pride de Tel Aviv, qui est une des plus grosses du monde, etc. Et ils utilisent ça. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça, mais il y a des LGBT, notamment des transsexuels palestiniens, qui se sont constitués aussi, en fait, en groupe de pression, pour lutter contre les LGBT israéliens qui, eux, font du pinkwashing. Enfin, bon, le monde LGBT est devenu très très complexe, en fait, hein, mais il faut... Je vous invite, en fait, là, si ça vous intéresse, parce que c'est passionnant, de vous taper pinkwashing, un pink comme la couleur rose, washing, en fait, ça vient de greenwashing. Le greenwashing, c'est le capitalisme vert, hein, c'est-à-dire c'est comment des entreprises récupèrent une image écologiste pour mieux vendre. Et donc là, en fait, l'idée du pinkwashing, c'est comment des entreprises ou même des entités géopolitiques récupèrent le LGBT pour modifier leur image sympathique, pacifiste, gay, etc. Quoi. Pendant ce temps-là, effectivement, on continue à bombarder les écoles et les hôpitaux. Mais avec... pendant la Gay Pride, quoi. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Ukraine, en fait, l'an dernier, puisque à la faveur donc, du coup d'État néo-nazi, le LGBT est monté en puissance. Comme quoi, toute la merde va dans le même sens. Pardon. Et donc, il se trouve que pendant l'intervention, pendant que effectivement Israël bombardait Gaza en juillet ou en juin-juillet, je crois, 2014, les LGBT de Kiev organisaient une semaine de festival avec des soirées, des expos, etc., etc. Au même moment, alors pendant que même l'armée ukrainienne bombardait le Donbass, que Israël donc bombardait le Gaza et Pravi Sector, donc le groupe paramilitaire qui est principalement responsable du coup d'État, lui-même participait à un meeting en soutien à Israël. Tout ça au même moment. Voilà, et donc tout ça vous pouvez le trouver, hein, vous tapez, moi j'ai fait quelques recherches, bon, comme je lis le cyrillique, donc ça facilite un petit peu l'accès aux sources ukrainiennes, mais bon, parce qu'il y a eu quelques infos qui ont circulé hein, sur le LGBT ukrainien qui a apparemment donc été monté en puissance après le coup d'État. Alors ça m'a mis la puce à l'oreille, donc j'ai un peu tapé, je suis allé regarder en internet en cyrillique, et effectivement, hein, je suis tombé sur donc le site des LGBT de Kiev, ensuite qui renvoyait, alors là, après on trouve des sources en anglais, là c'est plus facile, mais il se trouve que le groupe LGBT de Munich est très impliqué dans le soutien aux LGBT de Kiev. Et là encore cette année, en 2015, il va y avoir là donc une semaine entière, alors que avant le coup d'État, les LGBT, enfin la Gay Pride était interdite, pas les LGBT évidemment, tout le monde s'en fout en fait, donc il n'y a pas d'homophobie évidemment. Mais c'est-à-dire que c'est la propagande. Il faut savoir aussi que la propagande pédophile est autorisée maintenant en Ukraine depuis la fin janvier de cette année. Ça a été répercuté sur le site IAG, qui est un site israélo-LGBT francophone, et qui parlait de ça fin janvier, qui disait oui, voilà, la Rada suprême, enfin le Parlement ukrainien,
a fait passer une loi qui autorise la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Voilà. Alors, merci Pravi Sector, merci Svoboda, merci l'OTAN. Voilà, c'est ça qui se passe en Ukraine aujourd'hui, faut pas se leurrer. Donc c'est véritablement une convergence de tout ce qui descend, quoi, en fait, de l'ultra-droite à l'ultra-gauche. Avec aussi une application des pétromonarchies et des réseaux de djihadistes, État islamique et autres. Aussi, si ça vous intéresse, vous tapez Ukraine, Euromaïdan. J'ai fait une quinzaine d'articles dont certains ont été repris sur ER. Et puis je pense que je vais en faire un bouquin, histoire de relancer un peu. Pourquoi l'Ukraine ? Il y a plein de raisons, mais bon, c'est évident. La première, c'est que en fait, l'Ukraine a une frontière avec la Russie. Donc, si l'OTAN peut poser une base avec des ogives nucléaires à 500 km de Moscou, vous voyez l'avantage. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que Moscou est à 500 km de la frontière ukrainienne et que Kiev est à 300 km de la frontière avec la Russie. Mais bon, c'est évident. En fait, il faut lire Le Grand Échiquier de Brzezinski. Il déballe tout. C'est sorti en 97 en version originale, ça a été traduit la même année. Il dit tout. Moi, j'ai récupéré quelques citations. Il dit même en 97 que ce qui l'inquiète le plus, ce serait une alliance Moscou-Pékin-Téhéran. Bingo, c'est ce qui est en train de se passer. Avec 20 ans d'avance. En fait, il avait des raisons d'avoir peur, mais alors, c'est là où c'est vraiment un paradoxe de l'histoire, c'est qu'en fait, pourquoi Moscou, Pékin et Téhéran se rapprochent, c'est justement à cause de gens comme Brzezinski. C'est-à-dire qu'en fait, Brzezinski est dans la prophétie autoréalisatrice. Le type est mort de trouille à l'idée de voir une convergence eurasiatique, mais la politique américaine pousse à ça. Je veux dire, ils sont vraiment rien dans le crâne, quoi. Ils se rendent pas compte que, je veux dire, c'est eux qui provoquent les problèmes qui les angoissent. Non, mais je pense que l'Ukraine, c'est ça. Alors, il y a d'autres raisons aussi, peut-être. Après, on peut invoquer des raisons un peu plus difficiles à argumenter, comme quoi ce serait le berceau des Khazars, donc des Ashkénazes, en fait. Enfin, le berceau des Khazars, ça c'est factuel, mais bon, il y aurait peut-être une raison avec ça, quoi. Une raison là-dessus, basée là-dessus, quoi. Bon, je sais pas, en fait. Mais bon, une chose est sûre, c'est que, pour économiser les causalités, de toute façon, voilà, vous lisez Le Grand Échiquier, tout est dit. Et puis ce bouquin-là, vous l'achetez à la FNAC, c'est pas une théorie du complot, c'est totalement objectif, factuel, reconnu. Voilà. Et après, oui, je pense que, je vois pas d'autres raisons, en fait. Mais cela dit, en fait, en plus, pour continuer là-dessus, il faut quand même se rendre compte que ce qui se passe en Ukraine, ça se passe aussi en Pologne et dans les États baltes. C'est-à-dire que la Pologne est très impliquée dans l'Euromaïdan. C'est-à-dire que plusieurs ministères ont été directement impliqués dans la formation aux techniques de combat de rue des hooligans et des skinheads qui ensuite, 3 mois plus tard, se retrouvaient à Kiev. Ça, il y a un article qui est paru dans la presse polonaise. Et puis ensuite, ça a été confirmé, reconnu de façon un peu... Alors, la Pologne aussi a accueilli des blessés de Kiev dans ses hôpitaux. Et ce qui se passe dans les États baltes aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la suite. Ce sont les réseaux Stay Behind, en fait, qui sont réactivés après avoir été un petit peu, un peu assouplis pendant quelques années. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que tous les réseaux Gladio Stay Behind de l'OTAN qui sont réactivés dans une ceinture avec un axe nord-sud entre les États baltes, la Pologne et l'Ukraine. Tout ça autour de la Biélorussie. Voilà, le but à la fin, c'est d'attaquer Moscou. Et puis Téhéran, et puis Pékin, et puis la Lune, et puis Mars, quoi. C'est un projet colonial infini, quoi. Mais bon, à la limite, si c'était de l'impérialisme intelligent, c'est tout, pourquoi pas, mais en l'occurrence, c'est même pas ça, quoi, puisque c'est la dictature LGBT.
avec des puces pour payer les seringues qui serviront à nous euthanasier. Non mais c'est ça en fait, le programme. Donc c'est même pas, je dirais, de l'impérialisme, romain ou perse, avec, je dirais, une relative autonomie des républiques dominées, et puis bon, finalement des relations pratiquement win-win, quoi, enfin pratiquement gagnant-gagnant. Non, là on est vraiment dans la connerie définitive. Enfin, c'est non, on peut pas tolérer un truc pareil. Parce ce qui se met en place aujourd'hui ne peut pas être toléré. C'est pas de l'impérialisme donnant-donnant, où on est tous gagnants. Non. Là, c'est la fin de l'espèce humaine. Et même c'est idiocratie en fait à la fin. C'est-à-dire que ça se retournera contre même les impérialistes. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une baisse de niveau intellectuel. En fait, les gens qui prétendent nous dominer sont moins intelligents que nous. C'est ça qui est intolérable. Franchement, je veux dire, être dominé par des gens plus intelligents que moi, si j'arrive à le comprendre, finalement, c'est peut-être aussi que je suis plus intelligent qu'eux, enfin, ou au moins autant. Mais là, en l'occurrence, ces gens qui veulent nous dominer, c'est du niveau Frédéric Aziza, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Et encore, enfin, je veux dire, lui, il est capable quand même de faire des phrases, etc. Sinon, encore en dessous, c'est les antifas qui n'arrivent même plus à parler. Non, c'est la guerre totale. Mais défensive. Nous nous contentons de nous défendre. Toujours, nous sommes des victimes. Toujours se rappeler ça. Oui, voilà, alors toujours, remind people again and again, rappeler aux gens que Israël veut la paix, bourrer le crâne aux gens, rappelez-leur again and again and again, on pourrait en multiplier, en rajouter encore une dizaine. Oui, voilà, les mots qui marchent. Israel made painful sacrifices and took a risk to give peace a chance. C'est merveilleux. Non mais... Vous interrompre 5 secondes. Oui. Par rapport justement aux mots qui marchent, vous connaissez certainement cette carte de la Palestine de 1947 à nos jours, où on voit en fait petit à petit le territoire palestinien se faire grignoter. Oui. Cette carte est on ne peut plus parlante, et en fait on arrive à gober ce discours-là malgré la réalité en fait. Parce que quand vous regardez cette carte, comment la Palestine n'existe pas, il n'y a pas de Palestine, c'est de la poussière, quoi. C'est des îlots. Mais, c'est ça qui est dingue. Bien sûr, mais là, ce que vous dites là, en fait, c'est recevable et exprimable dans un cadre, on pourrait dire, presque universitaire. Il faut prendre son temps, il faut sortir les documents, etc. Là, ce que le Frank Luntz essaye de mettre au point, c'est une méthodologie de frappe rapide. Vous voyez, c'est de la technique de lobbyiste. C'est-à-dire, en fait, on ne prend pas le temps, évidemment, de sortir les documents et puis de voir le réel, quoi, en fait. Non, ce qu'il faut, c'est matraquer avec des mots, à la limite, comme on matraque avec une matraque de flic, quoi. C'est boum, boum, faut frapper, bourrer le crâne, mais en trouvant, un cheminement dans la sensibilité d'autrui qui donnera l'impression que c'est pas nous qui frappons. Il y a un principe du hameçonnage. C'est-à-dire, en fait, je tue l'autre, je tue le poisson, alors qu'il croit lui-même qu'il va bien manger. Donc, en tant que victime, je me positionne en tant que victime, ou du moins, en tout cas, en tant que neutre. Voilà. Et c'est ça, tout le lobbying aujourd'hui, c'est toujours pareil. Nous sommes les victimes ou les sauveurs, alors qu'effectivement, dans le même temps, on embarque les écoles et les hôpitaux. Et puis on grignote le territoire. Mais là, c'est vraiment des logiques qui sont totalement hétérogènes. Il y a la logique, je dirais, réaliste, universitaire, ou alors celui du vrai journalisme d'investigation, etc. Et puis, les logiques de frappe. Fire and forget. Tu frappes, puis tu t'oublies, quoi. En fait, ça ne sert à rien de rester bloqué sur ce qu'on vient de dire. De toute façon, c'est juste un outil. Voilà. Moi, si je frappe avec une batte de baseball ou je sais pas quoi, après, je peux très bien lâcher l'outil, la batte de baseball, je m'en fous, je la jette dans le canal et puis je me barre et puis voilà, quoi. C'est pas. Là, les mots n'ont pas de valeur en réalité. C'est juste. Ils ont une valeur instrumentale.
c'est qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais réussir à produire un effet de retournement chez autrui. Bon, donc là j'avance plus vite. Alors je vais aller jusqu'à la page 62 directement. Voilà, donc settlements. Donc, if we are to have real peace, then we'll have to live side by side. Voilà. L'idée que anywhere, partout où vous avez des Palestiniens, il ne peut pas y avoir de Juifs, que donc certaines zones sont Judenrein, en allemand, bon, ça sonne un peu Jew-free, donc, et c'est une idée raciste. Donc là, on voit bien, en fait, ils inversent l'accusation, quoi, l'inversion accusatoire de base, quoi, puisque en réalité, ce sont justement les Israéliens juifs qui aimeraient bien que, par exemple, Jérusalem-Est soit vide de Palestiniens. Donc, we don't say that we have to cleanse out Arabs from Israel. Ben, c'est pourtant ce que vous faites. Hein. Ils sont citoyens d'Israël, évidemment. They enjoy equal rights. Bon, alors là c'est un mensonge. Alors là, totalement. Très... Mais encore une fois, le truc, c'est ça, c'est que quand vous êtes dans une conversation ou dans une pratique de lobbyiste ou de spin doctor, l'autre en face va pas prendre le temps. Enfin, il se balade pas avec des documents sous le bras. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est adapté en fait, à du mitraillage, du bombardement. Le but, c'est pas de définir la vérité, c'est pas de prendre son temps. Non, on est là juste pour asséner n'importe quoi et pour, en fait, recouvrir le réel avec une couche de virtuelle complète, quoi. Donc, we cannot see why it is that peace requires that any Palestinian Arab will require a kind of ethnic cleansing to remove all Jews. We don't accept it. Cleansing by either side against either side is unacceptable. Voilà. Et là, c'est le the best settlement argument. Voilà. Et voilà. Et puis bon, il pousse le bouchon encore plus loin. Donc les colonies sont the single toughest issue for Israel and the hostility for war on them. Donc voilà, donc les Palestiniens sont coupables de racisme. En fait, c'est quand ils refusent d'être colonisés. Il ne faut pas se mélanger en fait. Oui, voilà. Ouais. Et puis donc en fait, bon, alors évidemment les Palestiniens n'utilisent pas le terme de nettoyage ethnique. C'est en bas là, donc a kind of ethnic cleansing, c'est le lobbyiste qui utilise le terme et qui le prête aux Palestiniens. Mais bon, et donc en fait il crée le cadre du débat. C'est-à-dire que d'emblée, les Palestiniens sont soupçonnés de vouloir un nettoyage ethnique. Alors, je vais vous donner un autre exemple aussi en fait de création de réalité par le langage. Là, il y a quelques semaines, il y a eu en banlieue parisienne un attentat déjoué. Donc il n'y a pas eu d'attentat. Alors et en fait, bon, ma copine donc me disait ah oui, j'ai peur des attentats. J'ai dit mais quel attentat ? Les attentats déjoués. T'as peur non mais t'as peur de quelque chose qui n'a pas existé, enfin qui a été déjoué, et puis a priori on ne sait même pas vraiment s'il y a eu une préparation. Le type on n'entend plus parler, je sais pas si vous avez remarqué, bon ça a tenu 3 jours, c'est terminé. Et en fait, donc le stress que cet attentat déjoué, donc fictif, a induit sur ma compagne, lui est bien réel en revanche. C'est-à-dire qu'une représentation de quelque chose qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu, il peut y avoir des attentats contre des églises, évidemment, mais là, celui-là en particulier, n'a jamais eu lieu. Mais il produit le même effet que s'il avait eu lieu. Puisque ma compagne s'est sentie stressée, angoissée, et donc en fait, on peut produire des effets sur le tonus émotionnel d'autrui, et donc sur son comportement, évidemment, puisque du fait que, bon, elle va être angoissée, je sais pas, elle va mal dormir ou je ne sais quoi, et puis elle va peut-être changer son itinéraire dans la ville pour essayer d'éviter les quartiers où ça pourrait chauffer, je ne sais quoi. Donc en fait on produit des comportements bien réels, vraiment très concrets, à partir de l'irréel. Ça c'est absolument fascinant en fait. C'est vraiment là le mécanisme des prophéties autoréalisatrices, c'est ce que j'ai appelé du reality building. Construit du réel à partir de l'irréel. Et ça, ça suppose de prendre le contrôle du langage. Puisque là, c'est avec du langage pur, attentat déjoué, bourrage de crâne pendant 3-4 jours, attentat déjoué, que vous provoquez
un comportement réel qui lui est extra-linguistique, quoi. Enfin, je veux dire, ça va au-delà même du langage. Mais d'où je dis la nécessité absolue de prendre le contrôle du paquet de mots, des éléments de langage, la narration, etc. Enfin bref, prendre le contrôle du langage. Ça, c'est absolument indispensable. Parce que, en fait, prendre le contrôle du langage, c'est prendre le contrôle de la pensée, des émotions, du comportement, donc du réel. C'est-à-dire que nous sommes une espèce qui vit à moitié dans le réel et finalement irréel. Nous ne sommes pas que dans le réel. Les lois physiques, c'est du réel, etc. Effectivement, ça conditionne une bonne partie de notre vie, mais on vit aussi dans les représentations, dans les mots. Et là, on voit bien que, si on parle d'attentat déjoué, ça crée une réalité purement langagière, mais qui va induire des comportements réels, des conduites, et un destin. Ça peut nous amener dans telle ou telle direction, et avoir une influence sur notre vie, en fait, mais quand je dis un destin, c'est-à-dire sur tout ce qui va nous arriver. Donc on est vraiment dans un rapport, ce que disait Lacan, c'est que en fait le rapport du réel et du langage, c'est c'est le ruban de Möbius. Vous savez, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre, sans s'en rendre compte. Mais c'est totalement entrelacé. Enfin, c'est les deux faces d'un ruban de Möbius. Enfin, vous connaissez tous là le ruban de Möbius, oui ou non? Non. En fait, c'est donc un anneau. Par exemple, vous découpez un anneau, vous faites un anneau en papier. Et ensuite, un serpent voisin. Oui. Une statue qui est taillée. D'accord. Si, c'est ça. Et en fait, c'est l'anneau, en fait, en l'occurrence, donc en fait, les deux faces, ne sont pas, comment on pourrait dire ça, en fait, à un moment, vous coupez l'anneau et vous retournez une face contre l'autre et vous la recollez, si bien que vous pouvez parcourir les deux faces en une seule trajectoire. Et sans jamais vous rendre compte, imaginons que vous soyez un petit personnage qui vit à la surface de ce ruban de Möbius, vous allez parcourir les deux faces en continu. Alors que, normalement, on ne peut pas passer d'une face à l'autre, puisqu'elles sont... c'est le recto et le verso. Voilà, en fait, c'est le terme que je cherchais, c'est-à-dire que le recto et le verso, on passe du recto au verso en continu. Et là, le langage et le réel, c'est la même chose. On passe de l'un à l'autre en continu, alors que ce sont effectivement deux choses, malgré tout, vu de l'extérieur. Voilà, mais ça, c'est totalement entrelacé et imbriqué. Donc, comment dire, voilà, donc prendre le contrôle du langage, c'est prendre aussi le contrôle du réel, c'est-à-dire la réalité d'autrui, c'est-à-dire son système de représentation, et de tout son tonus émotionnel, ses fantasmes, etc., vraiment, et son destin. Voilà. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'en priver, puisque c'est ce qu'on nous fait. Puis, tout le bourrage de crâne qu'on subit depuis des années, depuis toujours peut-être, mais là en l'occurrence, je sais pas, en gros, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu une accélération avec Sarkozy, et puis que ça s'est encore accéléré avec Hollande. C'est vrai qu'on nous foutait un peu plus la paix avant, quoi. Mais là, on a vraiment vu une espèce d'accélération sous Sarkozy avec une espèce une suractivité médiatique. Je pense que, en gros, c'est pas par hasard que Sarkozy nous a fait revenir dans l'OTAN. Donc, je pense qu'on est vraiment, vraiment passé sous tutelle atlantiste en 2007. Et malheureusement, c'est pas fini. Donc, il faut en sortir. Voilà, donc la réinformation. Et donc, en fait, voilà, c'est aussi une chose aussi à laquelle il faut penser, une qualité à cultiver, c'est donc la furtivité. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que l'hameçonnage permet de mettre en place. C'est-à-dire que quand le pêcheur envoie son hameçon avec un asticot au bout, il devient furtif aux yeux du poisson. Mais cette furtivité n'est pas équivalente, ne signifie pas passivité ou inaction. Au contraire, puisque le pêcheur va carrément tuer le poisson, mais sans être vu. Le poisson n'aura jamais compris ce qui se passait.
Même il aura cru faire un bon repas, et donc en fait finalement que tout se passe bien, etc. C'est des raisons d'être optimiste. Hein. Je vois un petit asticot qui se dandine devant moi, et puis voilà. Donc le poisson n'aura jamais compris ce qui se passait, et et c'est ce que nous, c'est le cadre général hein, dans lequel nous vivions, peut-être jusqu'à ce que Internet fasse de la réinformation massive. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait très peu de gens qui comprenaient vraiment ce qui se passait sur Terre. Donc cette furtivité donc, est synonyme d'invisibilité. Hein, c'est-à-dire que la furtivité, et donc c'est le terme, enfin la définition technique, c'est la caractéristique d'un engin militaire conçu pour avoir une signature réduite ou banale, hein, et donc pour être moins détectable, classifiable ou identifiable. Et donc la signature, bon, c'est l'ensemble des éléments qui permet de caractériser la présence, le type ou l'identité d'un objet par un capteur. Donc nous devons devenir furtifs, puisqu'il faut appliquer, hein, scrupuleusement, tout ce que l'on nous applique. Enfin, l'ennemi fait en sorte d'être furtif pour que nous ne comprenions pas ce qui se passe. Donc évidemment, la réinformation permet d'en finir avec cette furtivité, hein, c'est-à-dire de dévoiler effectivement l'ennemi, c'est-à-dire de le rendre visible, de le visibiliser, comme disent les think tanks anglo-saxons. Et donc devenir furtif, c'est-à-dire faire de la réinformation furtive, c'est un peu comme faire de la communication subliminale. Donc là je vais décrire un petit peu de manière plus technique, plus analytique, plus approfondie, après avoir posé le cadre général, hein, c'est-à-dire usage, rapport instrumental au langage. Je vais descendre à l'étage en dessous, ou aller à l'étage au-dessus, enfin bref, en tout cas je vais aller un petit peu plus loin dans la description précise de la chose. Donc la communication subliminale, qui exploite une strate intermédiaire du champ de conscience. On peut modéliser les états de conscience en 3 couches. Donc il y a l'état de veille, hein, diurne, normal. C'est la vigilance cognitive avec un système de défense érigé. Par exemple, quand vous marchez dans la rue, et puis vous allez traverser un passage piéton, bon, vous faites attention à ne pas vous faire écraser, etc. Donc c'est la vigilance normale, système de défense érigé. Ensuite, alors ça c'est à un bout du spectre. À l'autre bout, il y a évidemment le sommeil, mais bon, ça c'est même la perte de conscience. Mais à l'autre bout de la conscience, hein, il y a l'état de conscience modifié lourd, qu'est l'hypnose. C'est la décognition complète. Donc, je reprends le terme, Paolo Cioni et Marco Della Luna qui utilisent ce terme dans Neuroesclave, on parle de décognition, c'est-à-dire en fait c'est simplement la baisse de vigilance. Donc là, l'hypnose, c'est vraiment la décognition complète, juste avant le sommeil. Parce que bon, malgré tout, un hypnotisé ne dort pas. Donc c'est un état de conscience modifié très lourd, avec une décognition complète, et qui fait que la personne n'est plus elle-même. Un hypnotisé n'est plus lui-même, il est totalement asservi, son système de défense est totalement baissé, et il est totalement piraté. Et entre les deux, donc il y a l'état de décognition légère, c'est-à-dire un état de conscience modifié léger. C'est par exemple quand on écoute de la musique, hein, ou qu'on boit les paroles d'un orateur. C'est vous en ce moment. Vous êtes en état de décognition légère. Et j'en profite. Parce que là j'occupe la place en fait du sauveur. Voilà, donc je peux vous pirater de cette façon-là. Et quand on boit les paroles d'un orateur, donc c'est-à-dire que du fait que je suis en position de sauveur, vous me faites confiance, vous avez baissé vos défenses. Et donc là, vous décognissiez, enfin je sais pas comment, il n'y a pas vraiment de verbe, vous décognitivez, enfin bref, votre vigilance et vos défenses sont abaissées, vous êtes en état de moindre vigilance que quand vous marchez dans la rue et que vous faites attention à ne pas vous faire écraser. Donc c'est votre vigilance, voilà, mais vous restez vous-même.
Donc vous voyez, c'est un intermédiaire entre l'hypnose. Pour l'instant, je suis un peu en train de vous hypnotiser, mais vous restez quand même vous-même. Donc vous n'êtes pas en vigilance optimum, en vigilance forte. Vous n'êtes pas non plus en décognition totale. Et donc ça, c'est l'état propice au piratage furtif et subliminal. C'est un peu ce que font les mentalistes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a une série télé là, qui passait il y a, je crois, 1 an ou 2. En fait, c'est de l'hypnose légère. Voilà, c'est vraiment très léger. En fait, ça consiste, alors là c'est pour le coup, c'est la vraie ingénierie sociale, ça consiste à tirer profit des angles morts de l'attention. C'est-à-dire que votre attention n'est pas totale, enfin vous ne percevez pas, dans votre champ attentionnel, il n'y a pas la totalité du monde qui vous entoure. Et donc, à partir de... Si je peux faire une cartographie de votre champ attentionnel, je vais pouvoir repérer les angles morts. C'est-à-dire là où précisément vous ne prêtez pas, votre attention est affaiblie, enfin amoindrie. Et donc le mentalisme, c'est pas de l'hypnose. Les mentalistes, par exemple, on voit ça par exemple, c'est un peu dans le music hall aussi. C'est une activité de music hall à Las Vegas, etc. Ça consiste en fait c'est un peu de la prestidigitation. C'est à mi-chemin entre la prestidigitation et l'hypnose. Voilà. Et donc en fait on essaye d'exploiter les failles du système perceptif de l'autre. Donc les failles, enfin les angles morts de son champ attentionnel. Voilà, ça c'est. Alors intuitivement, tout ça c'est un peu flou, un peu vague, mais quand on travaille ces questions-là, au bout d'un moment, on s'en rend vraiment le maître. Et on peut commencer à avoir une approche, encore une fois, très instrumentale de tout ça, c'est-à-dire une approche instrumentale vraiment de l'intimité. C'est le champ attentionnel. Si j'arrive à le pirater, en tirant profit des failles, enfin des angles morts de votre champ attentionnel, je vous manipule assez facilement. Ça va pas. Vous pouvez pas faire grand-chose. Parce qu'en fait, le dispositif ne réclame pas, justement, ce n'est pas très lourd, c'est léger, c'est pas de l'hypnose. Voilà, vous restez vous-même. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qui est l'état propice au piratage furtif et subliminal, donc ingénierie sociale, mentalisme. Et donc c'est en prenant la place de la victime ou du sauveur dans la sensibilité d'autrui. Donc même l'état de veille normal peut être piraté sans décognition. Ou très faible, très légère. C'est-à-dire que donc sans modifier l'état de conscience. Car le langage possède des vertus subliminales intrinsèques. C'est-à-dire que le signe linguistique se décompose en signifiant, signifié, référent. Donc le référent c'est l'objet extérieur, matériel. Le signifiant, c'est la partie matérielle du signe. C'est-à-dire, c'est pas l'objet, mais c'est les mots, enfin la partie matérielle des mots, la dimension acoustique ou imprimée. Par exemple, le mot chien, chien, quand je prononce le mot chien, ça c'est le signifiant, le signifié, et le signifié c'est la signification. Et en fait, en jouant sur ces 3 aspects-là, je peux faire passer des contenus subliminaux. C'est-à-dire, je vais donner quelques exemples. C'est-à-dire qu'avec un mot, je peux exprimer un sens littéral et explicite, mais aussi véhiculer et faire passer un peu en contrebande, par hameçonnage, un sens caché et implicite. C'est là aussi la distinction entre dénotation en linguistique, dénotation c'est-à-dire sens explicite, et connotation, c'est-à-dire le sens implicite. Et donc en jouant sur les connotations, c'est-à-dire sur les effets de suggestion et sur les figures de style, métaphore, métonymie, antiphrase, litote, prétérition, amalgame suggestif par rapprochement, c'est-à-dire, alors ça c'est un exemple que je tiens à peu près de la période du 11 septembre. Je connaissais quelqu'un qui faisait un stage à France Télé ou France 2, je sais plus, et qui a entendu qu'on avait donné comme consigne, comme ordre aux journalistes, de ne jamais prononcer les mots Israël et Al-Qaïda dans la même phrase.
pour qu'il n'y ait pas d'association d'idées. Même pour dire, il n'y a aucun rapport entre Al-Qaïda et Israël. Parce que, justement, c'est le principe, je dirais, un principe découvert, enfin mis en évidence par Freud, c'est que l'inconscient ne connaît pas la négation. C'est-à-dire que quand on vous dit quelque chose, tout s'imprime à égalité sur une espèce de bande là, magnétique, et la négation, en fait, finalement, elle saute, quoi. Donc dire il n'y a aucun rapport entre Israël et Al-Qaïda, ça revient à créer un rapport entre Israël et Al-Qaïda. D'où la nécessité absolue, quand on est un communicant professionnel, de ne jamais mentionner dans la même phrase, et si possible d'éloigner physiquement le plus possible les mots, dont on ne veut pas, avec lesquels on ne veut pas créer de relation sémantique ou logique de cause à effet. C'est-à-dire qu'en fait, dire il n'y a aucun rapport entre Israël et Al-Qaïda, ça revient à créer malgré tout une relation logique, une relation de cause à effet pratiquement entre Israël et Al-Qaïda. Et donc, mais ça aussi, il faut s'en rendre maître. Par exemple, il est possible d'écrire un texte entièrement en phrases négatives, dont tout le monde comprendra ce que ça veut dire. En fait, tout simplement en retirant les négations. Et là, littéralement, du point de vue du droit, c'est impossible à pénaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Après, un procureur, etc., vous dira oui, mais vous avez voulu dire le contraire, implicitement, de ce que vous dites explicitement. Bah, prouvez-le. C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça joue sur l'ironie ou même pas ça peut être sur l'ironie. Le problème, c'est que l'ironie, si elle est perceptible, on va vous dire oui, mais vous êtes ironique. Voilà, parce que moi, je me place toujours dans l'hypothèse là où je suis, tu vois, au tribunal, quoi. Tu vois. Voilà, ça... Et mais bon, écrire un texte où tu fais des amalgames suggestifs et et avec beaucoup de phrases négatives et puis beaucoup aussi d'interrogations, tu vois, des points d'interrogation, tu fais passer un message, l'air de rien, tu vois, de manière totalement implicite, connotée, sans que jamais on ne puisse te reprocher quoi que ce soit explicitement. C'est possible. C'est parfaitement possible. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher je dirais, des références sur des sites qualifiés de conspirationnistes. Je vais vous donner un exemple juste après. En fait, je termine sur ce petit passage un peu théorique, après je donne quelques exemples, puis après je pense que... Enfin, j'arrêterai, quoi, parce que... Donc, et donc voilà, quand on ne peut pas dire clairement ce que l'on pense, en période de censure, c'est-à-dire ce qui nous arrive... eh bien, on peut le suggérer, malgré tout. C'est-à-dire le laisser entendre entre les lignes. Donc, insérer le message implicite, connoté, à l'intérieur du message explicite, dénoté. Alors, en fait, on va fourrer, en quelque sorte, le message explicite avec de l'implicite qui dit le contraire. Et voilà, et ça, en jouant justement sur le fait que l'inconscient ne connaît pas la négation. Donc même une proposition négative fait exister les faits dont elle parle. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc, ça c'est des principes aussi, alors ça s'appelle la stéganographie, c'est une discipline, enfin c'est une branche en fait de l'informatique, mais pas que, c'est de la cryptologie, de la cryptographie. Alors la stéganographie, donc c'est l'art subliminal. Moi je vais vous lire la définition Wikipédia. La stéganographie est l'art de la dissimulation. Son objet est de faire passer inaperçu un message dans un autre message. C'est la stéganographie, c'est comment cacher un message dans un autre message. Donc elle se distingue de la cryptographie, l'art du secret, qui cherche à rendre un message inintelligible. Là, c'est juste dissimulé. Pour prendre une métaphore, la stéganographie consisterait à enterrer son argent dans son jardin, là où la cryptographie consisterait à l'enfermer dans un coffre-fort. Enfin bon, on peut évidemment combiner, quoi. Voilà, et en fait, c'est pas très difficile de faire de la stéganographie, en tout cas avec l'usage courant du langage, parce que, comme je vous l'expliquais, la connotation et la dénotation, c'est structurel, à chaque instant. Si je dis, par exemple, je vois une voile, c'est le principe de la poésie, une voile à l'horizon,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire une voile, évidemment, ça veut dire un bateau. Donc ça, c'est une métonymie, une métaphore, pas une métaphore, mais c'est une figure de style. C'est je dis la partie pour le tout. Donc la dénotation, là, c'est une voile, et la connotation, c'est un bateau. Voilà, et on comprend. Hein. Donc si je dis aussi, alors pas les métaphores, là j'ai pas de métaphore qui me vient en tête, mais bon, le principe de la métaphore, c'est la même chose. On dit quelque chose, hein, le signifiant, la dénotation du signifiant dit quelque chose, mais le signifié connoté dit autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, bon, la littérature, enfin la poésie surtout, fait un usage massif de ces capacités suggestives du langage. Alors il faut réussir à s'en rendre les maîtres aussi, hein, à savoir utiliser tout ça, mais sans que ce soit de la poésie. Enfin, je veux dire, bon là l'idée c'est d'être un peu plus militarisé, enfin un peu plus sur le modèle agent de renseignement, quoi, ou spin doctor, c'est-à-dire de savoir en faire un usage de cette fonction subliminale, suggestive du langage, à des fins donc de piratage et de réinformation. Mais là c'est la linguistique de base, hein. Je vais pas très loin, enfin je veux dire c'est élémentaire, quoi. Donc il est possible donc, enfin voilà, par exemple il y a aussi tout ce qui, enfin les antiphrases, etc. L'expression je ne dirais pas que fait exister ce dont on ne veut rien dire. Possibilité, donc la réinformation furtive, on peut faire de la réinformation furtive sans décognition, hein, on peut pirater même à la limite avec un système de défense totalement érigé. Donc au moyen d'antiphrases, dont le contenu explicite fait passer un sens implicite strictement opposé. Et entre ce que je dis et ce que je veux dire, donc il peut y avoir un écart. C'est aussi ce qui rend possible les malentendus. Malentendu, c'est ça, le message n'est pas reçu comme j'ai voulu l'envoyer. Mais ça, après, ce qu'il faut, c'est structurer en quelque sorte le malentendu et inverser son fonctionnement pour que j'arrive à faire passer quelque chose de manière discrète, quoi. Mais que ça passe quand même. Donc il faut savoir exploiter stratégiquement et volontairement cette structure stéganographique du malentendu, pour faire passer un message implicite caché dans un message explicite qui dit autre chose, voire carrément le contraire. Alors, il m'arrive donc de faire d'aller sur Facebook, etc., et puis donc de poster des liens. Donc après les attentats de janvier, en fait, donc l'hypothèse d'un attentat commis en réalité par des agents du Mossad ou de la CIA, évidemment, la question s'est posée. Et en fait, je me suis rendu compte que pour créer le trouble chez mon auditeur, et pour faire passer l'idée que c'est peut-être ça, que c'était peut-être finalement des agents du Mossad, pourquoi pas, après tout, si on est scientifique, on étudie toutes les hypothèses, sans exception. Ça, c'est la méthodologie scientifique. Et après, bon, si effectivement on se rend compte qu'elle ne tient pas la route, on l'abandonne. Donc j'ai utilisé un lien, enfin un article du site JSS News, ultrationniste, comme vous le savez. Et puis, parce qu'en fait, bon, j'ai un fichier de liens que j'utilise comme ça, que j'ai constitué depuis 2011. On se fait 60 pages en caractère 8, et bon, je les utilise comme ça, enfin bon, pour faire de la réinformation sur les forums, sans avoir besoin de réfléchir, parce que je fais un copier-coller tout simplement. Et je les sélectionne attentivement en fonction donc du titre et ou de la source. Bon, après, il y a un bon titre, et quand il y a une bonne source, c'est l'idéal. Parfois, il n'y a que le titre qui est valable. La source, ça va être un blog personnel. Bon, tant pis, j'ai au moins un bon titre, c'est-à-dire un slogan. C'est ça, un bon titre, c'est un slogan. C'est-à-dire, c'est presque une maxime, un proverbe, quoi, en fait. Ça produit un impact sur la sensibilité. Et là, donc, j'avais sous la main donc un article de JSS News qui date du premier attentat contre Charlie Hebdo, enfin, par Charlie Hebdo lui-même d'ailleurs, parce que l'hypothèse aussi a été diffusée que c'était en 2011 que c'était au cocktail Molotov, ce serait en fait pour je sais pas quoi, les assurances ou un truc comme ça. Et donc à l'époque déjà en 2011, JSS News avait écrit un article avec comme titre
Aucun commando juif n'a attaqué Charlie Hebdo. La thèse du complot, pourtant si appréciée chez les antisémites. Et donc, en fait, ça, c'est extrêmement pratique pour faire passer l'idée qu'un commando juif a attaqué Charlie Hebdo. En fait. Parce que c'est ça que ça fait en réalité. Parce que le reste, finalement, c'est secondaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, en fait, vous mettez ça sur un forum, bon, vous avez une source qui est en béton armé, on ne va pas vous accuser d'être antisioniste ou antisémite, ni rien. Ça vient d'un site sioniste, israélien, ou je sais pas quoi, israélien francophone, je sais pas s'ils sont basés en France, hein, bref, peu importe. Donc là, la source est inattaquable, et le titre fait passer l'idée qu'un commando juif aurait attaqué Charlie Hebdo. Au niveau subliminal, c'est ça que ça fait. Vous voyez? Et c'est imparable. Absolument imparable. Quel que soit le cadre ensuite dans lequel on va vous placer pour vous reprocher quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, vous dites, voilà, oui, non, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et puis ensuite, même, vous pouvez carrément expliquer, oui, mais ça pose quand même une question, non? Je dirais négativement, bon, voilà. Donc, voilà, donc ça c'est une approche, c'est un rapport au langage qu'il faut développer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un rapport, en fait, ça peut paraître un peu bizarre, parce que comme je vous disais, le rapport spontané au langage, c'est j'exprime ce que je pense. Voilà, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Là, je n'exprime pas, ce que je pense n'a aucune importance, c'est pas ça le problème, c'est tout en extérieur. Et surtout, je pense, pédagogiquement, à l'effet que ça aura sur autrui. Donc finalement, je commence par l'extérieur, pour ensuite aller vers l'intériorité d'autrui. Mais bon, à la limite, on s'en fout de ce que je pense là. C'est juste l'idée, c'est simplement en fait de brouiller les pistes et d'inquiéter en quelque sorte les catégories courantes, les catégories que les médias essayent de balancer. Et tout ça, maintenant on a le droit de le faire, puisque Valls vient d'avouer que effectivement, le gouvernement allait mettre sur pied des équipes d'influenceurs sur Internet. Donc là, maintenant, ça y est, c'est bon, on peut le faire. On est sur la défensive. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, on était dans le rôle du bourreau. On occupait la place du bourreau, c'est-à-dire qu'on était dans l'attaque, les trollers, les méchants trollers, etc., qui font de l'influence pour la Russie, pour pour les terroristes. Bon, maintenant, du fait que Valls a avoué que le gouvernement allait faire ça, maintenant, on est sur la défensive. Et donc, là, on a toute légitimité pour le faire. Là, il n'y a plus de problème. Si vous le faites, moi, je peux le faire aussi, après tout. Alors après, on va dire, oui, mais non, mais ça ne tient plus. Après, si vous voulez, c'est la légitimité morale qui est modifiée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, je ne sais pas comment dire ça, c'est la question, c'est le qui verse le premier sang. Voilà, bon, si on peut prouver que c'est l'autre qui a versé le premier sang, qui a commencé à attaquer, vous êtes dans le bon rôle, dans le bon rôle. Vous avez le rôle de la victime. Donc là, aujourd'hui, c'est bon. On peut, de manière totalement désinhibée, faire de l'influence sur Internet. Il n'y a plus aucun problème avec ça, puisque le gouvernement a avoué qu'il le faisait. Alors aussi, ce que je fais, parfois, donc il y a aussi une manière de faire avec, comment dire ça, c'est pas utiliser des antiphrases, ou des tournures négatives, etc. C'est de construire un petit scénario. Donc, je mets 3 liens, 3 articles, les uns à la suite des autres, qui construisent un petit scénario. Antiterrorisme, le gouvernement s'attaque au paiement en liquide. Alors là, la source, béton armé, c'est Le Monde. Voilà. Ensuite, la RFID comme outil de paiement. Donc, alors là, il y a une connexion logique entre le premier et le deuxième, c'est la question du paiement. Là, ça vient Journal du Net, c'est pareil, c'est un site moins connu que Le Monde, évidemment, mais c'est pas un blog conspirationniste. La RFID comme outil de paiement, et troisième moment, donc de la scénarisation. Là, c'est une scénarisation, en fait, je scénarise des liens. Consommation, bientôt une mini-puce implantée sous la peau, et là, c'est iTélé, aussi comme source. Voilà, c'est nickel. Enfin, je veux dire, je m'envoie des fleurs, là, mais je veux dire, ça fait des années que je bosse là-dessus. C'est imparable. Voilà. Et là, vous venez de faire comprendre, quelqu'un qui lit ça, évidemment, les liens logiques découlent les uns des autres, puisqu'on retrouve les mêmes mots de titre en titre. Voilà. Et donc, vous venez d'expliquer les raisons
des attentats de janvier. Voilà, en 6 lignes, quoi, en fait. Parce que fondamentalement, c'est que ça, en fait, hein, je pense. Hein, c'est Alain Bauer et d'autres individus du même acabit qui sont derrière tout ça, et dont le but, en fait, est évidemment d'utiliser donc l'impact émotionnel pour faire passer des lois, etc., etc. Mais là, on n'est plus simplement dans la surveillance, hein, là, on est dans le puçage. C'est encore... ils ont décidé de passer à l'étape supérieure. Et donc, voilà, et donc, alors, éventuellement, on peut rajouter, pour faire comprendre encore mieux aux gens, s'ils n'ont toujours pas compris la suite, Ben Laden avait peur de trouver les puces électroniques cachées dans les vêtements de sa femme. Bon, le titre fait rire, hein, c'est bouffon, quoi. Et là, c'est 20 minutes. Hein. Je ne sais pas si vous avez 20 minutes à Lille, mais bon, ça, c'est un gratuit dans le métro. Donc c'est pareil, là, c'est source totalement autorisée. Ensuite, les implant parties, vivre avec une puce électronique sous la peau, France Info. Bon. Et troisième étape, implant party, futur en scène 2015. Bon, là, on peut éventuellement rajouter une parenthèse pour dire à Paris au mois de juin. Et là, c'est le site même, hein, de Futur en scène. Bon, c'est un festival sur les technologies futuristes qui se tient tous les ans, quoi. Donc là, c'est pareil, bon, la source n'est pas contestable. Et surtout, bon, c'est l'annonce directe de l'événement, hein, donc je veux dire, c'est pas une interprétation. Voilà, et donc là, bon, voilà, donc on peut moi je fais ça, je construis des petites scénarisations comme ça, en allant puiser chez l'ennemi, en quelque sorte, les munitions que je retourne contre lui. Puisque là, je ne sors jamais, je ne sors même jamais des médias grand public, ou le moins possible. J'essaie toujours de rester dans les médias autorisés. Et c'est possible. Il est possible l'information fuite. Elle déborde de partout, de toute façon. Donc, à intervalles réguliers, il faut faire une veille informationnelle, je dirais, un petit peu exigeante, mais bon, j'ai un peu le temps de le faire. Si vous n'avez pas le temps, je vous donne le fichier de 60 pages. Où j'ai rassemblé tout ça, puisque je ne vais pas garder ça pour moi. Mon but, c'est comme je vous disais, c'est de transmettre mon expérience de la chose. C'est le but des ateliers de réinformation active. C'est justement d'être dans la transmission. On ne reste pas à ronronner entre nous. Je vous transmets ce que je sais faire, et j'espère que vous transmettrez aussi à vous, enfin vous de votre côté. C'est-à-dire, si vous êtes là, c'est que déjà vous êtes dans une attitude active, réactive vis-à-vis de la désinformation, donc voilà. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin, puisque, comme je vous disais, le puçage a commencé. Donc, je sais aussi que, par exemple, dans certains ministères, on parle en fait de liquider certaines institutions culturelles dans 10 ou 15 ans. Mais on en parle sérieusement, hein. C'est-à-dire comme le Louvre, ou des trucs comme ça, de ce niveau-là. Liquider, c'est-à-dire vendre, et puis même changer le nom, quoi, en fait. Donc bon, je pense que le programme de liquidation totale du pays, c'est-à-dire effacer le nom sur les cartes géographiques, parce que c'est ça à la fin. Le but, c'est d'arriver à effacer le nom des pays d'Europe, notamment, des cartes géographiques. Bon, ça, c'est Pierre Hillard là, qui avait révélé la carte de l'UE, je dirais post-apocalyptique en quelque sorte, c'est-à-dire où il n'y a plus que des eurorégions, et les noms des pays ont disparu. Alors bon, ça commence par l'Europe, mais évidemment, ça s'étendra à tout le reste, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est en cours au Moyen-Orient, redéfinition des frontières, ce projet du Grand Moyen-Orient, qui lui-même, en fait, est un copier-coller du projet d'Inon, du début des années 80, c'est la même chose. Donc c'est la redéfinition totale des frontières, et surtout les noms des pays disparaissent. Donc là, le programme là, qui nous est appliqué, c'est ça. C'est donc les grandes régions là, qui viennent d'être créées, c'est qu'un début. C'est pour, en fait, essayer de créer des entités qui soient à peu près autonomes quand même au niveau administratif. Donc on élargit, évidemment, parce qu'il y a des régions qui étaient un peu pauvres par rapport à d'autres, donc ils recombinent tout ça. Mais je sais de sources sûres qu'il est prévu d'en finir avec certaines institutions culturelles, donc patrimoniales, donc identitaires, c'est-à-dire qui définissent l'identité des nations, des peuples, etc.
pendant 10 ou 15 ans, à peu près. Parce que la réflexion a été lancée au niveau de certains ministères. C'est pour ça qu'il faut passer, nous aussi, à la vitesse supérieure. Sinon, comme je vous dis, bon, premièrement, en fait, le don de ce pays disparaîtra des cartes géographiques, mais ça s'accompagnera évidemment d'une baisse du niveau de vie, hein, je veux dire, et surtout, bon, nous serons pucés, et donc l'argent liquide supprimé, nous ne pourrons payer que par ces puces électroniques, et c'est comme ça que nous payerons d'ailleurs justement la seringue qui servira à nous euthanasier. À 60 ans, même si on est en bonne santé. Donc nous sommes en train d'être réduits à des objets. À la limite, je pense que c'est pire que du bétail, parce que je parlais des puces sur les animaux de compagnie ou sur le bétail. Il faut savoir aussi que donc, les puces RFID, c'est aussi sur les objets. Hein, c'est la société connectée, enfin la ville connectée. Donc en fait, bon, le programme, c'est un programme cybernétique qui consiste à abolir les distinctions entre le vivant et le non-vivant. C'est ça en fait la matrice, enfin le cadre méthodologique général. C'est en fait du point de vue de l'oligarchie mondialiste, nous sommes des objets. Hein, nous sommes des quantités, nous sommes des objets à gérer. Hein, nous ne sommes pas des sujets locuteurs, non, nous sommes des objets. Et donc il faut que la représentation colle avec le réel, et donc il nous oblige à devenir de plus en plus des objets, à ressembler à des objets. Et le jour où nous serons pucés, nous serons vraiment des objets. Voilà, donc, parce que là, il y a encore un écart entre ce que l'oligarchie pense de nous et la réalité. Mais bon, justement, elle a bien l'intention de résorber cet écart. Et donc, de nous objectiver, de nous réifier toujours davantage. Et le plus sage vise à cette finalité, c'est de nous réifier. En fait, de faire de niveler par le bas, en quelque sorte, enfin de niveler les distinctions, les différences entre sujet et objet. Et pas dans le sens alors, dans le même temps, on envisage d'accorder des droits aux robots. C'est-à-dire d'accorder une personnalité juridique aux machines. Donc on voit bien qu'en fait, bon, d'un côté, on subjective de plus en plus les objets, et de l'autre côté, nous, les sujets, on nous objective de plus en plus. Pour arriver, en fait, à une indistinction entre les sujets et les objets, c'est-à-dire entre le vivant et le mort. Les ressources humaines. Oui, c'est ça. Ouais. Et les ressources humaines, comme il y a les ressources matérielles. Voilà. Et donc ça, c'est le projet général, le cadre général, hein, qui porte plusieurs noms. Hein. Et donc, que faire qu'est-ce qu'on peut faire face à cela? Bon, faut réinformer, il faut déjà que les gens soient conscients de ça, parce que la grande subtilité du pouvoir, c'est d'avancer masqué, hein, contrairement au pouvoir du passé, qui n'avançait pas masqué, qui disait clairement qui il était, ce qu'il avait l'intention de faire. Aujourd'hui, le pouvoir avance masqué, donc il fait du hameçonnage en fait, en permanence. Hein. C'est vraiment le cadre général de nos vies, c'est le mensonge perpétuel. C'est-à-dire mais c'est pas si pire que le mensonge, parce que c'est un mensonge qui a vraiment un effet comportemental. Ça va au-delà, je sais pas, le hameçonnage c'est vraiment pire. C'est en plus ça va au-delà du mensonge, puisque le but c'est vraiment le piratage et donc la prise de contrôle de votre logiciel le plus intime pour donc l'orienter et le neutraliser, enfin neutraliser vos défenses. Donc, vous neutralisez votre scepticisme, votre esprit critique, et ce faisant donc permettre effectivement à la barbarie définitive d'avancer au nom de valeurs morales. C'est vraiment ça, c'est l'inversion du bourreau de la victime, et c'est vraiment ça. On va nous tuer en nous faisant croire qu'on va bien manger. Nous sommes des poissons à attraper.